Une nuit d'été, c'était en juillet 1994, un astronaute qui tournait autour de la Terre s'écria tout à coup « La Terre est une myriade de diamants ». Ce qui brillait de mille feux étaient les lumières de nos villes, symbole de la présence de l'homme sur la Terre. Pourtant, l'homme qui est le fruit d'un prodige qui a pour nom la vie est une création récente. Si nous ramenons l'histoire de la Terre à une année, l'homme représenterait à peine quelques minutes. La vie est une aventure unique dans le cosmos. Comment et pourquoi notre planète a-t-elle été le berceau de la vie? Ce voyage au cœur de la vie commence là où la Terre a gardé les traces de son plus ancien passé. White Island est une petite île située dans la région volcanique du nord de la Nouvelle-Zélande. Le sol de cette petite île, de quelques kilomètres de circonférence, est imprégné de sulfure d'hydrogène et d'acide sulfureux. Ces matières ont été émises par le cratère qui projette une vapeur brûlante. À cet endroit, les conditions sont réunies pour qu'apparaissent les premières manifestations de la vie. Le soufre, collé à la surface de la roche, est exposé à un jet de vapeur de plus de 100 degrés. À l'aube de la vie, une majeure partie de la Terre ressemblait à ce lieu. C'est de l'eau bouillante composée de sulfure d'hydrogène. Comment la vie peut-elle naître et prospérer dans un tel milieu ? Les organismes en forme de bâtonnets qui frétillent dans cette goutte d'eau ont la réponse à cette question. Ce sont des bactéries qui se développent dans une eau chargée en sulfure d'hydrogène portée à 100 degrés. La première forme de vie apparue sur la Terre est proche de ces bactéries. Les ancêtres de toutes les cellules vivantes sont nés dans cet environnement qui nous paraît bien inhospitalier. La planète Terre, juste à sa naissance, il y a 4 milliards 600 millions d'années. Sa surface était un océan de roches en fusion. Un milliard d'années plus tard, alors que notre planète refroidissait lentement, une gigantesque quantité de vapeur s'est élevée dans le ciel et s'y est condensée. Puis, elle est retombée sur Terre sous la forme d'une pluie torrentielle. Au terme de ce déluge, apparemment sans fin, était né l'océan originel. Au-dessus de cet océan, l'atmosphère contenait de l'ammoniac, du méthane et du gaz carbonique. Les rayons du soleil n'atteignaient la Terre qu'avec peine. En ce temps-là, le soleil était caché par d'épais nuages. Le ciel avait une couleur orangée. La température de l'océan était supérieure à 150 degrés. Dans cet immense berceau, s'étaient déjà rassemblés tous les éléments nécessaires à la vie.
comment ces éléments qui vont générer la vie se sont-ils accumulés dans l'océan. Un jour d'automne de l'année 1969, une météorite partiellement détruite au contact de l'atmosphère s'est écrasée sur une petite ville australienne. Bang, le nuage de la grosse explosion est monté haut sur la ville et nous ne savions pas ce que c'était. Je me suis demandé si la Troisième Guerre mondiale n'avait pas commencé ou quelque chose dans ce genre. Des fragments de ce météorite venu de l'espace ont été envoyés à la NASA où les scientifiques ont percé les secrets de leur composition. La NASA, à l'époque, tentait sans succès de trouver des traces de vie dans les pierres rapportées de la Lune. Et soudain, en analysant cet autre morceau de matière venu du ciel, les chercheurs y ont découvert des molécules biologiques, des acides aminés. Des constituants de la matière vivante existaient bien dans l'espace. Nous avons maintenant la preuve absolument indiscutable, que des composés organiques d'une complexité considérable liée aux produits biochimiques avaient été synthétisés ailleurs que dans notre système solaire par des moyens complètement naturels. Il est donc possible que l'hypothèse que des composés organiques se soient aussi rassemblés sur la Terre bien avant l'origine de la vie soit la bonne hypothèse. Peu de temps après le déluge, une avalanche de météorites est tombée dans l'océan originel. Ces météorites étaient chargées de tous les ingrédients nécessaires à la vie. En même temps, l'énergie de la foudre et des rayons ultraviolets a produit des réactions chimiques qui ont apporté les éléments qui manquaient. Il y a 4,5 milliards d'années, un astéroïde gros comme la planète Mars est entré en collision avec la Terre. Ce terrible impact géant a eu des conséquences considérables dans l'histoire de notre planète. L'impact a été si violent qu'il a littéralement pulvérisé une partie de la Terre. Les éclats se sont retrouvés dans l'espace, où ils se sont rassemblés sous l'effet de leur force gravitationnelle. La Lune était née. Ce choc a aussi laissé des traces importantes au fond de l'océan, où se sont formées des rangées de cheminées qui crachaient de la matière venue du centre de la Terre. La Lune, qui gravitait au-dessus de l'océan originel, occupait une place importante dans le ciel. La distance qui la séparait de la Terre était alors 2 fois plus courte qu'aujourd'hui. La force d'attraction exercée par ce gigantesque satellite a fait se lever des vagues immenses sur l'océan. Les marées étaient bien plus fortes comparées à aujourd'hui, avec une dizaine de mètres de différence entre le flux et le reflux. C'est dans cet océan en perpétuel mouvement que des réactions chimiques en chaîne vont faire naître la vie. L'océan originel contenait des substances aujourd'hui toxiques pour l'homme, comme le cyanure d'hydrogène ou le cyanure de potassium. Ces minuscules molécules, en se combinant à d'autres, ont généré de nouveaux composés chimiques et, en s'assemblant, ces derniers ont peut-être conduit à la création de l'ADN,
molécule indispensable à toute forme de vie. Les éléments étaient là, mais ce n'était encore que de la matière inerte. Il manquait toujours quelque chose pour créer la vie. Le passage du minéral au biologique reste pour les scientifiques l'ultime mystère. Le docteur Dimmer est un de ces chercheurs qui a consacré sa vie à résoudre cette énigme. Écoutez. La musique qu'il a composée est la transposition sous forme de son des signes inscrits dans l'ADN humain. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est présent sous la forme de longues molécules dans le noyau de chacune de nos cellules. Il contient une série de 3 milliards d'éléments qui, comme des lettres, s'assemblent pour former 100 000 mots appelés gènes. Si on transpose ces signes pour en faire une partition musicale, ce code génétique semble merveilleusement harmonisé. Comment et où cet ADN est-il apparu ? Le docteur Dimmer pense que l'énorme lune, qui se leva au-dessus de l'océan originel, est un facteur essentiel dans la création de la vie. Peut-être bien que l'ancienne lune, le mouvement des marées, ont asséché des poches d'eau et provoqué une réaction en milieu concentré. C'est ce rôle qu'a sans doute joué la lune. Nous savons que l'océan originel regorgeait de tous les ingrédients nécessaires à la vie. Les vagues se brisaient sur les rochers, créant des chiffres incalculables de bulles minuscules. Parmi ces bulles, certaines n'éclataient pas et sont venues se fixer au rocher. Les vagues qui déferlent accumulent et concentrent les matériaux nécessaires à la vie dans ces bulles, protégées par leurs membranes. Le docteur Dimmer a recréé ces phénomènes tels qu'ils ont pu se produire dans l'océan originel. La surface de la bulle est grossie pour faire apparaître sa membrane. Cette image montre clairement comment la matière environnante est absorbée par cette membrane. Dans un sens, ce que nous avons est un environnement miniature, des réactions en chaîne dans un espace clos. Sans cet environnement abritant ces molécules, elles se dilueraient et disparaîtraient. Nous avons là un espace clos et identique. À l'intérieur de ce petit espace, les éléments ne cessent de se combiner de toutes les manières possibles. Et c'est ainsi qu'un beau jour, elles ont formé de l'ADN. C'est l'hypothèse imaginée par le docteur Dimmer. On pense que la première forme de vie était très simple. Un ensemble de molécules enveloppées dans une membrane. Mais elle était capable de se reproduire en se divisant pour former des êtres absolument identiques. Il y a 3 milliards 800 millions d'années, la vie a pris son essor sous le regard d'une lune géante.
Peu de temps après leur apparition, les êtres animés ont commencé à évoluer et à se diversifier. Aujourd'hui, certaines formes de vie initiales sont toujours présentes au fond des mers. En 1991, une éruption volcanique a bouleversé le fond de l'océan dans une région située à 800 km de la côte mexicaine. Les profondeurs de la mer sont retournées à l'état du monde originel. Depuis cette éruption, les scientifiques observent sans relâche le fond de la mer. À 2600 mètres de profondeur, la caméra saisit les restes du flux de lave qui, semble-t-il, continue à s'étendre. On perçoit clairement de la fumée noire sortant de ces énormes cheminées. Cette fumée contient une grande quantité de sulfure d'hydrogène, produite par les réactions de l'eau de mer avec la lave. La mer avait peut-être cet aspect quand la vie est apparue. Une planche qui vient de séjourner une semaine au fond de la mer est remontée à la surface. On voit qu'une énorme quantité de bactéries ont proliféré. Les grands fonds qu'on a longtemps cru sans vie, en réalité regorgent de bactéries et leur capacité de reproduction dépasse de loin l'attente des scientifiques. Cette étude a permis de découvrir qu'elles prolifèrent au contact du sulfure d'hydrogène. On pense aujourd'hui que les bactéries nourries de sulfure d'hydrogène ont été les premiers organismes vivants. On a longtemps cru que la photosynthèse, qui dépend de l'action de la lumière, était à l'origine de toute vie. On sait aujourd'hui que ces bactéries sont parvenues, sans lumière, à partir d'un minéral inerte, à générer leur propre énergie, puis à prospérer. Ce prodige s'appelle la chimiosynthèse. Ces bactéries, qui ont commencé à vivre il y a 3,8 milliards d'années, ont très vite évolué en adoptant les formes les plus variées. Certaines se sont entourées de carapaces rigides, tandis que d'autres conservaient une membrane souple. Ces bactéries sont nos plus lointains ancêtres. La Terre est vieille de 4,6 milliards d'années. Elle est aujourd'hui entourée d'une atmosphère riche en oxygène. Tout au début, cet oxygène n'était pas présent dans l'atmosphère. L'oxygène, qui favorise toutes les formes de combustion, était un gaz toxique pour les premiers êtres vivants. Mais aujourd'hui, presque tout ce qui est animé dépend de l'oxygène pour survivre. La Terre compte de nos jours entre 10 et 30 millions d'espèces d'êtres vivants, dont seulement 1,5 million ont été décrites. La plupart de ces formes de vie utilisent l'oxygène pour produire l'énergie nécessaire à toutes leurs activités. Pourtant, cet oxygène était un poison pour les premières bactéries apparues dans l'océan originel. Comment un gaz initialement toxique est-il devenu indispensable? Quand et comment un tel renversement de situation s'est-il produit?
Loin dans le passé, la Terre était enveloppée d'épais nuages. Il a fallu rendre la formation des continents pour qu'apparaisse l'oxygène qui a éclairci le ciel. Les continents s'approchaient les uns des autres et lentement entraient en collision pour former progressivement une masse de plus en plus importante. La chaleur dégagée par la formation de cette masse a libéré, dans ce qui allait devenir notre atmosphère, une grande quantité de gaz carbonique. La surface du continent était constamment exposée au vent et à la pluie. Les poussières, détachées par cette érosion, étaient entraînées vers l'océan. Le vent et la pluie y apportaient de grandes quantités de calcium et de sodium que la mer initiale n'avait qu'en très faible proportion. Ces éléments ont commencé à absorber le gaz carbonique. Le gaz carbonique formait alors autour de la Terre un effet de serre qui empêchait la chaleur de s'échapper. L'absorption de ce gaz carbonique a diminué l'effet de serre et la planète s'est refroidie. Simultanément, les épais nuages se sont dissipés et la lumière du soleil a commencé à éclairer directement la mer. Ce changement de milieu va très rapidement jouer un rôle considérable dans l'activité de la vie. Les vestiges du plus vieux continent de la Terre se trouvent à Pilbara, en Australie occidentale. Les aborigènes, dont c'est le pays, disent que la Terre est née d'un chien. Gingo, le chien mythique, commença un jour à chanter, puis la terre se souleva. Les serpents et les kangourous apparurent. Toute la création retournera à la terre sous forme de roc. Un autre chant dit que les flammes ont allumé le monde dans un éclair. Tous les animaux furent surpris. Il y a 3,5 milliards d'années, cette région formait le fond d'une mer peu profonde. En octobre 1992, on a découvert ici les fossiles d'un organisme très particulier. Ceci contient des microfossiles vieux d'environ 3,460 milliards d'années, très très anciens. C'est une des vieilles roches présentes sur Terre, et nous pouvons voir clairement inscrits à sa surface les vestiges de son ancienne vie sous-marine. C'est dans ces rochers qu'on a retrouvé les fossiles d'un micro-organisme à peine grand d'1 centième de millimètre, datant de 3,5 milliards d'années. À partir des analyses de la roche environnante, on a pu prouver que cette vie infime appartenait au groupe des cyanobactéries. Ces dernières sont capables de maîtriser la photosynthèse, c'est-à-dire d'utiliser la lumière pour se nourrir, tout en libérant l'oxygène séparé du carbone. Ces bactéries sont attachées ensemble comme les perles d'un collier. Celles qui vivent aujourd'hui ressemblent à leurs ancêtres d'il y a 3,5 milliards d'années. Grâce au soleil, les cyanobactéries ont inventé un ingénieux système qui leur permet de s'alimenter à partir de l'eau et du gaz carbonique. Au moment où la lumière du soleil est parvenue à atteindre la Terre, lors de la naissance des continents, les cyanobactéries ont merveilleusement bien réagi à ce changement. La vie
avait fait là une avancée phénoménale. Quand la surface de la cyanobactérie est grossie, on voit apparaître une rangée d'éléments qui transforment la lumière en énergie, à la manière d'un capteur solaire. En prenant au gaz carbonique le carbone nécessaire à sa nourriture, la cyanobactérie libère l'oxygène. Cet oxygène, respiré par d'autres êtres vivants, produira à nouveau du gaz carbonique. La vie a ainsi inventé un cycle perpétuel qui lui permet d'exploiter l'énergie sans l'épuiser. Il y a environ 2,7 milliards d'années, les mers intérieures se sont formées dans les dépressions des continents. En Australie occidentale, l'une de ces mers est aujourd'hui asséchée. Sur le versant d'une montagne, exposée à la lumière, une couche de terre noire s'étend à l'infini. La composition de cette terre noire a été étudiée par des chercheurs de l'Institut universitaire océanographique de Tokyo. Oui, c'est complètement noir. La couleur reste sur la main. Cette terre contient beaucoup de carbone. En fait, elle est très proche du charbon de bois. C'est cette matière organique qui, dans certaines conditions, sera à l'origine de la formation du pétrole. Après 4 ans de recherche, le professeur Terra et son équipe ont conclu que ce sol a été formé par l'accumulation d'innombrables restes de cyanobactéries. Cette couche a 40 mètres d'épaisseur. Il y a plus de 3 milliards d'années se trouvait là un incroyable vivier de cyanobactéries. La surface sur laquelle je me tiens actuellement est le fond de la mer primitive. La couche s'étend jusqu'à l'horizon. En d'autres termes, je pense qu'à cette époque, les cyanobactéries s'étaient multipliées et répandues dans toute la mer. Cette mer n'était pas dépourvue de vie, bien au contraire, elle jouait avec la vie. C'est ce que nous venons juste de constater. La prolifération massive de cyanobactéries dans cette région couvrait toute la surface de la mer il y a 2,7 milliards d'années. Ce fut la première explosion démographique sur notre planète. Et à terme, l'environnement terrestre allait être transformé de fond en comble. Nous sommes à Amlin-Pool, à l'ouest des vestiges de l'ancien continent de Pilbara. Ici, les cyanobactéries qui vivaient dans la mer primitive prolifèrent encore de nos jours. De nombreuses cyanobactéries vivent sur la surface du roc immergé. Lorsque l'on s'approche du rocher, on voit bien les bulles d'oxygène. Les cyanobactéries expulsent dans la mer l'oxygène, produit dérivé de la photosynthèse. L'ancienne mer a commencé à déborder d'oxygène émis par les cyanobactéries. L'oxygène ainsi produit a réagi avec le fer marin pour former une grosse quantité de rouille qui s'est déposée sur les fonds marins. La couleur rouille de la terre de Pilbara est due à la grande accumulation de fer oxydé qui s'est produite à cette époque.
La plupart des dépôts ferreux connus dans le monde d'aujourd'hui sont les produits de la réaction entre l'oxygène émis par les cyanobactéries et les particules de fer jadis accumulées au fond de la mer. Petit à petit, les continents en pleine expansion et les cyanobactéries productrices d'oxygène ont conjugué leur action pour transformer notre monde. Notre planète, au ciel orangé qui gravitait autour du Soleil, est alors devenue la planète bleue que nous habitons aujourd'hui. Que sont devenues les bactéries qui survivaient dans le sulfure d'hydrogène lors de la grande transformation de l'environnement terrestre? Nous allons voir que leur sort est intimement lié à l'apparition de l'homme. Le développement des cyanobactéries a transformé la mer en un milieu riche en oxygène. Mais cet oxygène était un gaz hautement toxique pour les bactéries de l'ancienne mer qui vivaient de sulfure d'hydrogène. Ces particules noires qui se déplacent en rond représentent la forme la plus ancienne de la vie. Cette bulle sphérique est pleine d'oxygène. Dès que les bactéries sont exposées à ce gaz, leur activité s'affaiblit et beaucoup d'entre elles meurent. Comment ces bactéries sont-elles parvenues à surmonter une telle catastrophe? Les bactéries à membrane molle ont adopté une stratégie de survie qui consiste tout simplement à s'éloigner autant que possible des sources d'oxygène. Pendant ce temps-là, les bactéries à carapace dure se sont comportées en pionnières. Elles ont résisté aux transformations du milieu. Au lieu de s'exiler, elles ont continué à occuper cet environnement dangereux plein d'oxygène. Le delta de l'Èbre débouche sur la Méditerranée. Les gens d'ici l'appellent les cornes du taureau. Les eaux usées déversées dans le fleuve stagnent et les bactéries s'y multiplient. Dans la vase, des micro-organismes de la mer originelle survivent encore aujourd'hui. Cette partie du delta était envahie de cyanobactéries. Quand l'oxygène qu'elle produit a imprégné le milieu ambiant, on peut voir ici comment les micro-organismes ont affronté la situation. Une biologiste de renommée mondiale, le docteur Lynn Margulis, pense que l'étude de ces bactéries nous permet de reconstituer le processus qui est à l'origine de toute vie. Chacun est extrêmement différent. On n'a jamais étudié ça. Pourquoi? Où est-ce qu'on trouve l'argent pour jouer avec la boue? Il faut nourrir tous ces gens qui vont faire d'autres gens qui vont ruiner la Terre. La couche verte se compose de cyanobactéries. Au-dessous, la couche sombre, plus épaisse, est faite d'une colonie de bactéries nourries au sulfure d'hydrogène. Là, dans ce dépôt noir de plusieurs centimètres d'épaisseur, vivent les bactéries qui existaient dans les mers anciennes. Quand les espèces animales s'éteignent, elles disparaissent. Quand les bactéries changent, elles gardent les anciennes et en rajoutent de nouvelles. Il n'y a pas de perte du tout. Ces anaérobies sont comme elles étaient au début. Quand on regarde de près ce tapis vert, on aperçoit une couche rose. Elle est intercalée entre la couche verte supérieure et la noire inférieure. Elle se trouve donc entre les cyanobactéries qui produisent de l'oxygène et les organismes qui se nourrissent de sulfure d'hydrogène. Le docteur Margulis s'intéresse tout particulièrement à cette couche rose. Dans cette couche, le docteur Margulis a découvert des bactéries au comportement étrange. Le long filament vert au centre de l'écran
est une cyanobactérie. Les petites bactéries qui l'entourent ne semblent pas armées pour résister à l'oxygène. Elles devraient mourir à son contact. Pourtant, elles se dirigent vers cette source d'oxygène. Le docteur Margulis pense qu'il s'est passé un phénomène similaire dans l'océan originel. De quoi sont faites les termitières? Elles sont composées d'excréments de termites. La colonie produit tant de matière fécale qu'elle doit la recycler. De la même manière, les cyanobactéries, qui produisent une grande quantité d'oxygène, gaz très réactif, savent l'utiliser. Et les bactéries voisines, qui n'étaient pas des cyanobactéries, ont elles aussi développé des techniques pour l'utiliser. La combustion de matière organique avec de l'oxygène produit une grande quantité d'énergie. Nous le savons grâce au feu, par exemple, qui consomme de l'oxygène. Dans le cas présent, les déchets sont devenus des matières de première nécessité. Parmi les premières bactéries qui se sont plongées résolument dans ce milieu riche en oxygène, certaines, après diverses tentatives, ont réussi à s'adapter. Elles ont appris à utiliser l'oxygène qui était pour elles un poison. Utiliser l'oxygène au lieu du sulfure d'hydrogène multiplie par 20 la production d'énergie. Résultat, la capacité d'action augmente énormément. Grâce à la formidable énergie fournie par l'oxygène, de féroces bactéries carnivores sont apparues. Comme on peut l'observer, ces petites bactéries remuantes et agressives s'attaquent à des organismes beaucoup plus gros qu'elles. Elles leur déchirent leurs membranes, s'introduisent dans les cellules et dévorent les gènes. C'est bien l'énorme quantité de matière et d'énergie fournie par l'oxygène qui a créé ces bactéries voraces. Dans leur milieu riche en sulfure d'hydrogène, les bactéries à membrane souple ont, elles aussi, été agressées. Elles ont dû lutter pour leur survie face aux bactéries à carapace dure, dopées à l'oxygène. Peut-être est-ce pour mieux se défendre que les bactéries voisines se sont alors unies. Le nouvel organisme issu de cette union a conservé l'ADN central qu'il a ensuite enveloppé dans une membrane. Ainsi est né le noyau de la cellule. La Terre, dans son environnement riche en oxygène, a donc créé deux organismes aux caractéristiques distinctes. Le premier utilise l'oxygène pour produire une énergie formidable. Ce procédé permet de recycler les déchets et donc d'économiser l'énergie. Cette bactérie devient une usine vivante d'énergie. Le deuxième organisme, composé de plusieurs bactéries rassemblées, a regroupé en son centre les filaments d'ADN issus de chacun des micro-organismes. Il a ainsi créé le noyau cellulaire qui stocke toutes les informations génétiques, une véritable banque de données. Des milieux de vie très variés se sont formés sur notre planète. Aujourd'hui, il existe peut-être sur la Terre plus de 30 millions d'espèces de bactéries, de plantes et d'animaux. Nous sommes, nous les humains, l'une de ces espèces. Notre corps est constitué à partir du même système cellulaire que les autres formes de vie. À l'intérieur de chacune de nos cellules se trouve le noyau. Comme une énorme banque de données, le noyau contient toutes les informations génétiques. Ces informations sont organisées. L'homme a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes qui portent les gènes, dont les effets se combinent pour donner la couleur des yeux, par exemple. Les éléments que l'on voit bouger autour du noyau sont des mitochondries.
Ils utilisent l'oxygène pour produire toute l'énergie nécessaire à la cellule. Noyaux et mitochondries sont les descendants des deux types de bactéries qui vivaient au fond de l'océan originel il y a 2 milliards d'années. Comment les descendants de deux bactéries qui vivaient en compétition ont-ils fini par coexister? Un chercheur a observé en direct cet étrange phénomène. Il a vu 2 micro-organismes antagonistes entamer cette association de la vie qu'on appelle une symbiose. Le docteur Kwang Jeon de l'Université du Tennessee. L'histoire remonte à 1969. Le docteur Jeon étudiait l'écologie des amibes. Il avait recueilli ces organismes unicellulaires dans différents lacs. Un jour, la plupart des amibes qu'il cultivait ont été infestées par des bactéries toxiques. Elles se sont mises à mourir. Alors qu'il extrayait une à une de ces cultures les amibes mortes, il a découvert un curieux phénomène. Bien qu'infestée, une de ces amibes a réussi à survivre. En l'observant attentivement, il s'aperçoit qu'elle contient des bactéries. C'est grâce à ces bactéries que l'amibe parvient à survivre. Le docteur Jeon décide de tenter une expérience. Il prélève les bactéries qui vivent à l'intérieur de l'amibe. La réaction est immédiate. Dès que les bactéries sont extraites, l'amibe perd son énergie et meurt. L'amibe ne peut pas survivre sans les bactéries qu'elle contient. De la même façon, les bactéries dépendent de l'amibe. Nous les avons isolées, mais nous n'avons pas réussi à les cultiver. Elles ne vivent qu'avec les amibes. Elles gagnent quelque chose de l'amibe, c'est une sorte d'échange. En effet, nous avons pu observer que les amibes produisent des protéines qui sont intégralement utilisées par les bactéries. Il s'agit bien d'un échange. Il s'est sans doute produit dans l'océan originel un phénomène semblable à celui qu'a observé le docteur Jeon. Il y a 2 milliards d'années, certaines bactéries simples ont été avalées par des bactéries dotées d'un noyau. La symbiose qui en a résulté pourrait être à l'origine des cellules qui composent notre corps. Cette cellule réelle est semblable à celle qu'a produite la fusion de la bactérie à noyau avec des bactéries qui utilisaient l'oxygène. Le noyau central est entouré de mitochondries issues des bactéries nourries d'oxygène. Les mitochondries se multiplient par division. Une cellule humaine en contient plus de 2000. C'est ainsi qu'est né un nouvel organisme doté d'un noyau et utilisant l'oxygène. Tout ce qui vit sur Terre, à l'exception des bactéries, est produit par symbiogenèse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que des organismes de nature très différente s'assemblent pour composer un nouvel être vivant. Les informaticiens sont particulièrement familiers de ce type de démarche. On ne fabrique pas un modem à partir de rien, pas plus qu'un disque dur. On recombine des éléments qui existent déjà et cette recomposition permet d'obtenir un élément nouveau.
Cela s'appelle le synergisme, la production à partir de plusieurs éléments préexistants d'un corps ou d'un objet nouveau. Les cellules sont des microcosmes en perpétuelle expansion. Notre existence elle-même est à l'image de ce microcosme. Le noyau envoie des ordres basés sur les instructions codées dans l'ADN. Pour permettre leur bonne exécution, les mitochondries produisent l'énergie nécessaire à la cellule. Ces deux micro-organismes, en remplissant chacun leur fonction, permettent toutes les activités des animaux et des plantes. Avec l'énergie fournie par les mitochondries, la cellule peut se développer, se diversifier et réagir aux transformations du milieu. Dans la mer, sur Terre ou dans le ciel, la vie invente les formes les plus diverses pour s'adapter à des milieux différents. Les cellules sont la base de la richesse du monde vivant. Les cellules formées à partir des micro-organismes primitifs composent les organismes des plantes comme ceux des animaux, y compris pour l'homme. Notre planète vie est unique dans tout le cosmos où les êtres vivants coexistent et cohabitent. Le sous-marin Alvin explore l'océan à 2600 mètres de profondeur. Soudain, sous les yeux des chercheurs, se révèle un spectacle extraordinaire. En 1991, 4 ans seulement après l'éruption volcanique qui a bouleversé et désertifié ces fonds sous-marins, des organismes s'y sont déjà développés. Certains d'entre eux n'ont encore jamais été observés. Autre surprise pour les scientifiques, il s'est déjà créé des relations entre ces organismes, parmi lesquels se trouvent des bactéries. Même au fond de l'océan, à 2600 mètres de profondeur, c'est le système de symbiose qui s'est imposé. Les biologistes ont appelé Genèse cette extraordinaire oasis de vie dans l'obscurité des abysses. De la naissance de la vie dans l'océan originel jusqu'à l'apparition des cellules qui composent nos corps, 2 milliards d'années se sont écoulées. Une longue période d'évolution pendant laquelle les micro-organismes ont inventé et imposé le principe fondamental de la coexistence. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment la vie s'est diversifiée. Il y a 530 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures, des créatures extraordinaires, aujourd'hui disparues, vivaient tout au fond de la mer.